Sa spécialité, ce sont les relations business Afrique-Chine. Les Africains, même les entrepreneurs africains, ne vont pas aux bons endroits. Les Chinois ont différents types de qualités. Souvent, dans notre inconscient, on pense que tout ce qui vient de la Chine, c'est des produits Shintok. C'est que l'école d'ingénieur a été très dure pour moi. Je fais partie des derniers de la classe avec 15 de moyenne. Est-ce que c'est vrai que tu peux faire 15 000 € en restant chez toi? Tu vas voir des jeunes de 19 ans qui font 100 000 € par mois. Les Africains apprennent le chinois rapidement. Dans quel secteur travailler sur le web? Parce que la jeunesse africaine doit se former dans les métiers d'avenir. Il y a un autre monde qui existe. Cotonou Boy Show. Aujourd'hui, nous recevons Alain Semevo, un entrepreneur, un formateur, un influenceur. Aujourd'hui, plus personne n'assume le thème influenceur, mais il est influenceur sur son créneau qui s'est donné pour mission de guider des milliers de jeunes Africains à transformer leurs idées en business, à générer des revenus et à dénicher des opportunités. Et surtout à croire en leur potentiel. Il est expérimenté sur le sujet. Sa spécialité, ce sont les relations business Afrique-Chine ou Chine-Afrique dans les deux sens. C'est un invité particulier, mais nous sommes en début d'année. Nous cherchons des opportunités. Nous cherchons comment faire de l'argent. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je cherche. Et je pense que c'est super intéressant de pouvoir commencer l'année de cette manière. Son objectif est de vous aider à faire de 2025 une année prospère et impactante. Alors, entre le Bénin, la Chine et tout le continent africain, nous allons partager son parcours, ses inspirations et ses conseils pratiques pour réussir et des petits plans intéressants pour pouvoir step up notre game en 2025. Bonjour Alain. Bonjour Daniel. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur le Cotonou Boy Show. Ça fait plaisir d'être ici. Alors, la description, est-ce qu'elle est juste? Tu es entre le Bénin, la Chine, c'est ça? Voilà, entre le Bénin, la Chine et d'autres pays aussi. Et d'autres pays? Je voyage beaucoup, mais principalement pour du business. Parce qu'on a des clients un peu partout, il faut subvenir à leurs besoins, si tu veux. Ok, d'accord. Tu es béninois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Cotonou Boy Show. Hello, hello la famille. Comment ça va? Alors, cet épisode du Cotonou Boy Show, nous allons parler de finances, nous allons parler d'argent. Je sais que vous aimez ça. Et nous avons un partenaire qui entre totalement dans le thème. Surtout pour vous qui vivez dans la diaspora, qui vivez en France, aux États-Unis et qui, chaque mois, envoyez de l'argent au pays. Lemfi, c'est une application de transfert d'argent conçue spécialement pour les communautés africaines et les communautés du monde. Pourquoi choisir Lemfi? Parce qu'il y a 0 frais de transfert. Tout l'argent que tu envoies arrive directement chez les tiens. Tu as un taux de change imbattable qui est très proche du taux de change réel et l'argent arrive à une vitesse éclair directement sur le MTN ou le Move du destinataire. Il suffit que tu aies un compte mobile money et tu reçois ça. C'est pratique, surtout si tu envoies l'argent à tes parents. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, direct sur leur Momo. C'est simple. Donc, pour bénéficier de Lemfi, télécharge l'application sur Android ou iOS, tu crées ton compte en 2 minutes et c'est bon, tu peux faire ton opération, envoyer et enjailler ta famille. Et c'est 100% sécurisé en plus. Bon, je vais vous laisser mon numéro pour que vous puissiez tester dessus. Hein. Donc c'est 01. Comment ça tu vas laisser ton numéro? Pour que les petites notes? C'est très morin. D'accord. Plus 229 Je vais te taper. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc c'est Alain Semevo. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, j'ai eu mon BTS ici au Bénin. Après je suis parti en France pour faire des études d'informatique. J'ai fait des études d'informatique pendant 5 ans en France. Et après, pendant ces 5 ans en fait, je suis tombé sur c'est des amis qui m'ont parlé de la Chine parce qu'on avait fait l'école ensemble. Et notamment une amie justement qui me disait je suis en Chine, c'est intéressant, il y a pas mal de business ici. Et je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc je suis parti en Chine comme ça pour visiter pendant 3 semaines. Et effectivement, il y avait pas mal de business parce que l'une des choses, même les casques Monster Beats de Dre, Dr. Dre, Dre à l'époque se vendaient, je pense, à 500 €. C'était extrêmement cher quand même comme casque. Et j'avais trouvé ça à 50 € en Chine.
Tu vois. Et surtout, bon, tu sais, les Chinois ont différents types de qualités. C'est le vrai faux. Tu vois, le vrai faux. Le vrai faux. C'est le vrai, mais c'est pas lui qui l'a sorti. Ok, c'est sorti de la même usine. Exactement, souvent même de la même usine, etc. Et dis-toi que ce cas, je l'ai gardé au moins pendant 5 ans. Pour quelque chose que j'ai pris à 50 €, que j'ai même donné à un de mes cousins, Arnaud, qui l'a utilisé aussi pendant des années, par la suite. Et ça m'a vraiment impressionné parce que je me suis dit, mais souvent dans notre inconscient, on pense que tout ce qui vient de la Chine, c'est des produits Shintok, tu vois, comme on le dit souvent, c'est pas de la qualité. Et c'est dans ce parcours que je me suis dit, bon, il y a un truc à saisir avec ce pays, il y a du business à faire, et surtout quand tu vas en Chine, il y a une grosse communauté africaine aussi, surtout dans la région de Canton, et qui parle chinois, qui fait du business depuis des années. Et c'est là que je comprends que tout ce qu'on a en Afrique, c'est-à-dire les motos que nous avons Dayang, c'est chinois, ils sont en Chine. Et Haoju, et toutes ces motos qu'on a, tout ce qu'on a en fait dans notre environnement, au Bénin par exemple, parce qu'on est au Bénin, vient de la Chine. On le sait, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on ne le perçoit pas vraiment. Tu vois, on ne le capte pas vraiment. Et c'est là quand tu vois les prix que tu as en Chine et tu vois les prix que tu as en Afrique, même si on va te parler de la douane, même si on va parler des taxes, etc., les gars se sucrent. C'est des brasseries, hein, les gars, c'est du x5, du x10. Et je me suis dit, il y a des opportunités à saisir en faisant du commerce avec ce pays. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé avec de l'e-commerce, à vendre des sacs, à vendre plein de trucs différents, des anti-moustiques, etc. Principalement aux États-Unis et en France. Après, j'ai commencé à faire de l'import-export entre la Chine et l'Afrique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui même. Et on a commencé à avoir des clients un peu partout, même des clients un peu... l'armée de certains pays que je n'ai pas envie de citer, qui nous contactent même, des ministres qui nous contactent pour des achats. Donc, on a pas mal de personnes qui ont commencé à nous contacter. Et à part ça, on a voulu aussi former la jeunesse à faire des affaires avec la Chine, même si ils ne vont pas dans le pays, même s'ils ne parlent pas la langue. D'accord. Et l'une des choses aussi qu'on a mis en place aussi, parce que l'objectif aussi, c'est... L'une des choses qu'on a compris, en tout cas, lorsque tu achètes quelque chose, même si tu l'achètes en France, finalement, c'est made in China. Je pense que les habits que nous portons, la casquette que tu portes, etc., c'est du made in China. Et du coup, on a commencé à dire aux entrepreneurs africains, au lieu d'aller acheter en Turquie, à Dubaï, parce que jusqu'à hier, en tout cas, il n'y a pas d'usine à Dubaï. Ils n'ont pas d'usine à Dubaï. Au lieu d'aller acheter en Italie, en France, ou en Allemagne, ou en Suisse, allez à la source des produits. La source, c'est la Chine, parce que dans tous les cas, c'est made in China. Donc, vous aurez des meilleurs prix, vous allez couper les intermédiaires. Donc, on a commencé à organiser des voyages. Il y a des entrepreneurs africains de partout, hein, d'Afrique, de la diaspora, qui nous suivent pour venir en Chine, pour constater d'eux-mêmes les opportunités, les coûts, les prix, faire des achats. Et aussi, c'est bien d'acheter, mais aussi installer des usines dans leur pays en fonction de leur projet. Donc, c'est tout ce que nous faisons. Pour résumer rapidement, on ira dans les détails. On ira dans les détails au cours de cet entretien. Mais revenons à la source. Tu es béninois, comme tu l'as dit, tu as grandi au Bénin. Oui. Quel est ton parcours? Quel est le type d'enfance que tu as eu au Bénin? Franchement, je pense assez calme. Hein. J'ai toujours été un enfant assez, je pense, timide, très, très calme, travailleur. Ça, je le dis tout le temps. Parce que souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, tout le monde te dit qu'il est SDF, qu'il est devenu millionnaire parce que... Non, j'ai toujours été un enfant très travailleur. J'étais souvent dans les premiers de classe au pays, même au Bénin, jusqu'au BTS. Et j'ai eu une enfance assez simple. Hein. Franchement, rien de spécial. Je ne suis pas forcément un gros passionné. Je ne joue pas le foot. C'est un truc assez simple, classique, comme beaucoup de personnes, finalement. Et mon enfance s'est passée tranquillement. J'ai fait... informatique, comptabilité, informatique de gestion, où il y a plus de comptabilité que d'informatique. Hein. Et à l'époque, sinon j'ai fait un internat pendant 5 ans à Boïcon, c'était Metz, je suis resté là pendant 5 ans. Après, je suis venu sur Cotonou, j'ai fait UKO, justement pendant 2 ans où j'ai eu le BTS à UKO. Et après, en parallèle, j'étais aussi au campus en socio-économique, voilà, en parallèle à UKO. Mais à ce moment-là, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Comment est-ce que tu te projetais? Franchement, il faut dire que j'avais... En ce moment-là, je n'avais pas vraiment idée de ce que j'allais faire. J'étais parti en informatique parce qu'on m'a dit que c'est le métier de l'avenir, parce que ça paye bien. Sinon, je n'avais pas forcément décidé de ce que j'allais faire. Je naviguais un peu dedans comme ça. Tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour, en finançant mes études, je vais devenir quelque chose, je vais travailler pour quelqu'un. Mais je n'avais pas du tout ce côté, je vais devenir un entrepreneur. Franchement, je n'ai jamais pensé que je suis un entrepreneur de ma vie. Parce que pour moi... si je prends par exemple ma famille, etc., les seuls entrepreneurs que je dis en guillemets, c'est des notaires, des avocats. Et c'est de la profession libérale, ce n'est pas forcément des entrepreneurs.
Tu vois, j'ai un oncle aussi qui est tellement entrepreneur, mais il a été quand même salarié toute sa vie. Et pour moi, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que tous les gens que je connaissais qui étaient entrepreneurs, c'était des vieux. Du coup, je me dis, tu travailles toute ta vie. Et après, quand tu as l'expérience et tout, tu lances une entreprise de consulting. Donc, c'est ça la vision que moi j'avais. Il faut dire que c'est quand je viens en France, je commence mes études et que je vais sur YouTube, parce que là, c'est Internet open bar, tu vois. Je vais sur YouTube et je vois des petits genoux qui sont en Thaïlande qui me disent que non, tu peux rester à la maison et gagner 5 000 € par mois. Je dis, attends, ça c'est intéressant ce qu'il dit là, tu vois. Donc, c'est comme ça. Mais même quand tu vas en France, c'est pour faire quelle étude, quelle filière? Toujours informatique? Non, c'est toujours informatique. Beaucoup plus. J'ai fait une école qui s'appelle EPITA. Je pense qu'ils ont une division ici qui s'appelle Epitech. Epitech, voilà, à Cotonou. C'est une école d'informatique, ça a été très très chaud. C'est une école très très dure. C'est une des meilleures écoles, franchement, sans le fait de la publicité, hein, parce qu'ils ne méritent même pas, ils sont déjà très connus. Mais déjà, en tant que jeune béninois qui arrive en France, le système scolaire ou le système académique n'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ça a été très dur. Ça a été dur en termes d'adaptation. Exactement, les premières années ont été très très dures. Surtout avec cette école, parce que comme je disais, c'est une école d'informatique. C'est l'une des meilleures écoles de France. Et moi, je suis venu vraiment par hasard. Vraiment, j'étais l'ovni. Je suis venu comme ça. Parce qu'à l'époque, tu sais, quand tu fais les procédures Campus France, on te dit de choisir. Et moi, c'est des procédures que j'ai commencé un peu en retard. Donc, moi, je ne savais pas faire la différence entre école et université, forcément, dans le cadre français. Donc, moi, j'ai vu le truc, j'ai coché, tu vois. Et c'est quand j'arrive là-bas que je me rends compte qu'il faut payer 10 000 € par an. Et moi, j'ai passé 10 000 €. Je me dis, mais attends, comment je paye 10 000 € l'année pour des études en informatique, alors qu'on m'a dit que l'école est gratuite en France. Donc pour moi, c'est que école, université, c'est gratuit. Je dis, non, ici c'est privé, il faut payer les 10 000 balles. Tu vois. Et du coup, je me retrouve en tant qu'étudiant à devoir payer 10 000 €. En même temps, tout le monde me dit que c'est une très bonne école. Moi, mes parents ne peuvent pas m'envoyer 10 000 €, ils n'ont pas les moyens de m'envoyer 10 000 €. Et je suis allé voir la directrice à l'époque de l'école, une dame formidable même, il faut le dire. Et je suis allé la voir et dit, madame, moi, j'ai pas 10 000 €. Du coup, on fait comment? Comment on gère, quoi? Comment on s'arrange? Comment on s'arrange? Parce que moi, j'ai pas les 10 000 €. Et j'ai pas non plus envie parce que là, on est en septembre, même dans les universités publiques, la rentrée a commencé. Donc, soit je viens là. Perdre une année. Je peux pas perdre une année. Et sinon, je risque de perdre les papiers parce que tu es venu pour des études et tu ne fais pas les études, tu vois. Et elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu paieras à la fin de l'année. Donc, tu vas te débrouiller. Tu vas jusqu'à août de l'année prochaine pour payer la scolarité. Donc, d'ici là, tu travailles, tu te débrouilles. Et elle m'a dit quelque chose, quand même, elle m'a dit, n'oublie pas, l'ancien directeur, c'était un Béninois. Ne lui fais pas honte. T'assures. Quand elle m'a dit, je te dis, hey! Donc du coup, il faut que je travaille encore. Pression. La pression, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à donner des cours de mathématiques, à gagner de l'argent un peu partout. Donc je faisais tout ce qui était possible de faire, distribuer des tracts dans le métro. Donc, tous les petits jobs étudiants qu'il fallait faire, je les ai faits en parallèle des études, etc. en France, pour pouvoir payer ces scolarités-là aussi, ces 10 000 €. Même si je n'ai pas eu la somme, mais franchement, l'école a été très, je dirais, compréhensible. Tu vois. Il me laissait payer sans me mettre la pression. Donc, du coup, j'ai payé la scolarité à mon rythme jusqu'au moment où je trouve une alternance. Et j'ai pu gagner de l'argent pour repayer ce que j'avais et faire des prêts parce que là, je gagnais un salaire maintenant en tant qu'alternant, faire des prêts pour pouvoir payer les dettes, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé après. Et donc, tout ça, c'est comme ça que tu te formes, mais à ce moment-là, toujours pas d'entrepreneuriat. Toujours pas d'entrepreneuriat. Tu es dans le circuit. Exactement. Donc, et à quel moment ça se passe, cette révélation, ce contact avec ton ami qui te parle de Chine? Même quand on te parle de Chine, quand tu y vas, tu n'es pas en mode entrepreneuriat. Pas du tout. Quand j'y vais, je découvre, je me dis, il y a quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que je faisais à l'époque? J'achète. À l'époque, il y a les téléphones portables Android qui commençaient à faire le buzz. Donc, en Chine, ça coûtait 30 €, 40 €. Ce qu'on vendait à 300, 400 € à l'époque. Donc, moi, j'ai acheté à l'époque une dizaine que j'envoyais même au Bénin. J'envoyais à des amis ici pour le revendre ici. Donc, je faisais des petits trucs comme ça. J'ai animé un groupe Facebook aussi où je postais des liens de produits et quand tu achetais, je gagnais 8% de commission ou 3% de commission. Donc, je faisais des trucs, mais ce n'était pas forcément dans une vision entrepreneuriale, en fait. En gros, le shift a commencé vraiment, c'est sur YouTube. C'est quand je tombe sur des jeunes Français qui t'expliquent que tu peux changer ta vie, que tu peux... que la décision doit venir de toi, que tu peux rester à la maison et gagner de l'argent. Tu peux faire ci. Donc, au début, tu es toujours dubitatif. Tu te dis, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un autre monde qui existe?
Ouais, c'est ça, en fait, la réalité. C'est que pour moi, dans ma tête, c'est que tu es salarié toute ta vie. Ouais. Et là, j'apprends qu'il y a un autre monde qui existe, que tu peux être ton propre patron, tu peux faire ci, que tu n'as pas besoin d'atteindre 50 ans, 60 ans pour le faire. Donc, c'est via les vidéos YouTube que je découvre, vraiment par hasard, hein, pour te raconter même l'anecdote. C'est un gars que j'ai connu comme ça sur YouTube qui parlait de Snapchat. Okay. Snapchat venait de sortir en France en 2012. Et donc, en 2013, il a fait une vidéo. Il dit, ouais, Snapchat, il y a des arnaques sur Snapchat. Comment faire pour ne pas se faire pirater? Donc, moi, j'avais Snapchat. Je suis allé pour voir comment je vais faire pour ne pas me faire pirater. Et donc, la vidéo, à l'époque, avait fait plus de 700 000 vues. Hein. Et c'est pour 2012, 2013. Okay, c'est énorme sur YouTube. Énorme. Ouais. 700 000 vues à l'époque, en 2012, 2013. Et la vidéo buzz. Donc, je regarde la vidéo et tout. Et 2 jours après, ce jeune homme fait une autre vidéo pour parler de growth hacking. Pour dire en fait que la vidéo a été préparée, que c'est du marketing. Je dis, attends, c'est quoi ce truc de marketing, growth hacking, tout ça? Et c'est comme ça que je rentre dans l'univers du marketing, en fait. Hein. Et tu vois que ces gars, ils sont à Dubaï, ils sont en Thaïlande, en Indonésie, qui travaillent comme ils veulent, ils gagnent 10 000 € par mois. Et je dis, j'ai envie de faire ce truc-là. Ouais. J'ai envie d'aller faire ce truc-là. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Donc, du coup, je me suis lancé dedans. J'ai commencé à suivre des formations marketing, etc. Il y a aussi une chose aussi qu'il faut que je rappelle, qui a vraiment fait le switch, finalement, pour moi. C'est que l'école d'ingénieur a été très dure pour moi. Très, très dure. Même quand je dis dur, c'est dans le sens où je faisais partie des derniers de la classe avec 15 de moyenne. C'est pour te dire à quel point les gars, ils étaient chauds. Ah ouais. Les gars, ils étaient chauds. Ouais. Franchement, les gars, ils étaient chauds dans cette école-là. On était 11 en sécurité informatique, mais moi, je n'avais pas le temps. Il faut que j'aille chez Monoprix travailler, chez Leclerc travailler, donner des cours de mathématiques. Bon, je n'étais pas à fond dans le truc. Tu vois, et ça me frustrait parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours été un premier de classe. Hein. Je travaillais à l'école, tu vois, au Bénin. Et quand tu tombes dans un environnement où tout le monde est meilleur que toi, et tout, c'était extrêmement frustrant. Et un jour, j'entends un gars sur YouTube qui dit, quand tu n'es pas le premier de ta catégorie, tu crées ta propre catégorie dans laquelle tu seras le premier. Ok. Tu vois, et je me suis dit, si je ne peux pas être le premier ici, là, il faut que je sorte, aller faire les trucs de marketing, là, je sois le premier là-bas, tu vois. Et c'est comme ça que le switch a commencé un peu. Je me suis lancé dans le marketing sur Internet, etc. Mais tu le faisais en parallèle de tes études, mes études, oui, j'ai fini mes études totalement, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé aussi en France, hein. J'ai travaillé dans une division de la Banque de France. J'ai travaillé aussi à l'Euronext. Euronext, c'est la bourse de Paris. J'ai travaillé là-bas comme ingénieur. On faisait les algos, des trucs comme ça. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans à la Poste et 2 ans après, donc 5 ans quand même, à travailler. 3 ans comme ingénieur aussi à la Poste, où on crée des applications. Bon, ceux qui sont en France le sauront, le timbre en ligne, des trucs comme ça. J'ai travaillé sur des projets comme ça. Et après, c'est en parallèle que j'ai commencé tout doucement à développer mon business et tout, jusqu'à ce que ça prenne vraiment à partir de 2019. Donc, de 2014, 13-14 jusqu'à 2019, tu vois, il n'y avait rien. Tu vois, ça ne marchait pas. Et c'est vers 2019 que ça a explosé. Ok, d'accord. Bah écoute, nous allons parler un peu du marketing, d'influence, un peu de tout ça. Tu es un influenceur, ou tu es ce qu'on appelle un influenceur parce que à travers ta présence sur les réseaux sociaux, tu encourages ou tu incites les gens à prendre des décisions business par rapport à un secteur donné, à un pays donné et tout. Comment aujourd'hui tu développes ton influence pour impacter concrètement la vie des gens? Bon, influenceur, on dira peut-être influenceur business, parce que comme tu l'as dit, le terme influenceur souvent est à connotation négative aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde de l'influence. Donc effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui, mes canaux principaux, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est YouTube. Je produis énormément de vidéos. C'est-à-dire sur TikTok, tout ça, on fait 4 vidéos par jour. Sur YouTube, on est à 3-4 vidéos par semaine. Et on va passer même à 2 vidéos par jour bientôt. Donc, on crée beaucoup de contenu. Et les contenus qu'on crée, l'idée, c'est d'apporter de la valeur. Donc, on dit tout. Je pense que j'ai été l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, à aller faire des visites d'usines et à tout filmer et à montrer sur Internet. En disant, voici ce qui se passe dans les usines en Chine. Parce qu'avant, les gens cachaient ces informations-là. Tu vois, je suis l'un des premiers à donner les noms des marchés en disant, si vous voulez acheter tel produit, voici le marché en Chine. Parce que je pars du principe que pour recevoir, il faut donner d'abord. Tu vois, et le fait de donner de la valeur sur Internet, de dire aux gens que même sans moi, ils peuvent faire leurs affaires, sans moi, ils peuvent faire leur business. Et voici les endroits secrets, voici ce qu'on vous cache, voici ce que les autres ne vous disent pas. Parce qu'ils veulent prendre des commissions, parce qu'ils veulent forcément que vous passiez par eux pour vous commander des choses en Chine ou dans vos business. Voici tout que moi, je vous donne. Et en faisant ça, les gens me contactent en disant, bon, si tu donnes tout ça gratuitement, je préfère travailler avec toi.
Parce qu'il n'y a pas d'intérêt réel. Il y a un désintérêt. Tu ne sais pas de m'arnaquer, tu ne sais pas de venir me survendre ta cam. Tu vois. Donc, du coup, les gens me contactent pour passer des commandes ou que je les amène en Chine, par exemple. Donc, l'influence se développe déjà par la base, par la création de contenu. Et je pense que c'est l'une des choses que tous les business, même si tu es étudiant, franchement, tout le monde doit faire de la création de contenu. Et je me rappelle, moi, les premières vidéos de toi que j'ai vues, je pense que tu étais étudiant. Tu venais d'arriver en Chine. En Chine, exactement. Je venais d'arriver en Chine. Tu disais aux gens, oui, voilà comment faire un visa. Aller en Chine. Pour aller en Chine. Mais ça remonte à... 2016. Voilà, 2016. c'est ça, bientôt 10 ans en arrière. C'est ça. Et sur Facebook, il y avait plein de vidéos. Oui, comment la Chine est... Enfin, comment il faut faire les papiers pour aller en Chine. Comment... s'installer en Chine, plein de thématiques comme ça. Okay. Alors que j'étais étudiant en Chine à l'époque. En fait, parce que quand j'ai fait mes études en France, je suis allé en Chine aussi continuer mes études là-bas avant de commencer à travailler. Donc effectivement, c'est la création de contenu, le fait d'apporter de la valeur aux gens, comment s'inscrire sur tel site, comment avoir une bourse chinoise par exemple pour venir en Chine, parce que j'ai été boursier en partant là-bas. Donc toutes les expériences que j'accumulais, j'ai commencé à le mettre sur Internet pour montrer à d'autres personnes aussi comment ils pouvaient faire la même chose que moi. Tu vois. Et c'est comme ça que l'influence se développe. Donc, si tu es dans une activité, même si tu es très bon à l'école, par exemple, et tout, va sur YouTube, fais ta chaîne et explique aux gens comment comprendre les mathématiques. Comment tu fais pour être bon à l'école? Comment tu fais pour être bon à l'école? Moi, je suis tombé sur des chaînes YouTube, aujourd'hui qui existent même. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir des gens qui révisent. Ils sont en live sur YouTube et révisent leurs examens. Et ils sont là toute la journée. Ça s'appelle Study with me. Allez sur YouTube, vous allez voir, étudier avec moi. Ou bien ils sont au tableau, ils font des exercices. Et ils sont en live dessus. Donc aujourd'hui, en créant du contenu, tu influences les gens positivement quelque part. Tu vois, une fois que tu apportes de la valeur. Une fois que tu apportes de la valeur, voilà. Mais après, voilà, par rapport à l'influence et à l'Afrique, on a aussi, comme tu as dit, ça m'a fait rire, tu as dit, je suis tombé sur une vidéo avec des gars qui disaient, oui, change ta vie, fais 15 000 € en restant chez toi. Exactement. Et tout ça là. Il y a beaucoup de jeunes que ça impacte. Est-ce que c'est vrai que tu peux faire 15 000 € en restant chez toi? Est-ce que c'est aussi facile que ça paraît? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Ok. C'est ça. Mais c'est ça qu'ils disent pas dans... C'est ça que les gens ne disent pas souvent. Parce qu'il faut comprendre. Il y a un autre monde qui existe et c'est une réalité. Souvent, quand les gens me demandent tu habites où, c'est une question difficile pour moi parce que je suis dans plusieurs pays. Mais là où je paye mes impôts, c'est en Estonie, c'est à côté de la Russie. Donc souvent, je suis là-bas 3 mois, 4 mois par an et je paye mes impôts. C'est un petit pays, vraiment, c'est un petit pays, même plus petit que le Bénin, 3 fois plus petit que le Bénin. C'est un tout petit pays de l'Europe de l'Est. Et tout le monde se connaît. Tu as énormément d'entrepreneurs à la capitale. Là où j'habite, j'ai plein de jeunes, plein de gars et tout. Donc, souvent, on se fait des petits restos, etc. Tu vas voir des jeunes de 19 ans qui font 100 000 € par mois, 200 000 € par mois. Ok. Il y a une réalité. Je sais que parfois, quand on le dit, les gens te disent, attends, c'est des menteurs. Je dis, non, les amis. Il y a un autre monde qui existe. Il y a vraiment des gens, parce qu'ils ont une compétence donnée, qui font 10 000, 15 000 €. Je connais déjà un ami béninois qui est au Bénin ici, et je sais qu'il fait au moins 30 à 40 000 € par mois parce que je sais quel type de business qu'il fait. Donc, il y a différents types de business qui peuvent vous permettre effectivement de rester à la maison et de travailler et de gagner de l'argent. On est dans un monde aujourd'hui globalisé. Et je l'ai dit souvent, les Béninois sont très intelligents. Franchement, quand tu regardes un peu dans le milieu de l'Internet, des business, des freelancers, beaucoup, il y a le Madagascar en première position, tu as le Bénin et tu as les autres pays africains. Mais les Béninois, tu sais, ils sont un peu cachetiers aussi. Oui. Ils ne vont jamais dire. Oui. Ils vont dire non, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Hein, tu vois. Parce qu'il faut aussi dire que l'environnement béninois, avec les Gaïmans, avec tout ça qui s'est passé, font que les gens qui travaillent sur Internet, ils ont peur de le dire pour ne pas être associés à des gens qui font des escroqueries en ligne. Oui. Donc, quand un Béninois se lève pour dire je fais 20 millions par mois, et je pense tout le monde ici, ils vont dire non, lui c'est un Gaïman. Ouais. Ah, je travaille sur Internet. Je travaille sur Internet. Ouais. C'est pour ça que je dis parfois que même le métier que je fais, c'est très risqué. Parce que la ligne entre ce que je fais et l'histoire des escroqueries au Bénin fait que parfois c'est très compliqué d'expliquer aux gens. Tu sais que moi j'ai loué un appartement ici et le propriétaire, quelques jours, est venu me voir pour me dire que oui, vous ne sautez jamais, je vous vois avec votre ordinateur, non, vous quittez ma maison. Je t'assure. Okay. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Et vous ne sortez pas de chez vous.
Tu vois, franchement, hein, il m'a dit non, moi je ne loue pas des gens qui utilisent l'ordinateur. Je lui ai dit, en plus à l'époque, j'étais en 2017, j'étais ingénieur, rien n'avait encore marché, j'étais un galérien comme tout le monde, mais je suis informaticien. Donc et en plus, quand tu es en France, tu le sais, que tu travailles en France, tu peux travailler de chez toi, etc. Tu vois, donc j'ai mon ordinateur, le gars me voit avec mon ordinateur, il me dit non. C'est louche. C'est louche. Et dans l'amusement comme ça, il m'a mis dehors. Hein. Préavis, tout ça, il dit non, quittez chez moi. Tu vois, donc, je pense qu'il y a aussi cette histoire particulière qu'on a au Bénin qui fait que beaucoup de gens ne vont pas forcément dire, mais sinon, il y a une réalité, on peut gagner de l'argent, il y a des compétences, on en parlera si l'audience veut, quel type de compétences le permet de gagner de l'argent. Il y a des compétences qu'on peut acquérir dans ce sens-là. Ouais, bah justement, ça allait être ma prochaine question. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune, disons, trois compétences si tu veux travailler sur le web ou dans quel secteur travailler sur le web, si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie de faire fortune, si tu as envie de faire un switch aujourd'hui en début 2025, c'est quoi les secteurs et c'est quoi, qu'est-ce que ça lui coûte voilà, en termes de discipline, en termes d'investissement, concrètement. Donc, sur les métiers du web, aujourd'hui, il y a le gros truc, c'est le marketing. Le marketing en ligne est extrêmement important aujourd'hui. Comprendre comment vendre ou avoir des clients sur Internet, c'est l'une des choses, c'est la seule compétence que quelqu'un doit vraiment viser, apprendre à vendre sur Internet. Maintenant, dans ça c'est vraiment un truc global. Dans ça, il y a des métiers différents. Il y a par exemple ce qu'on appelle le closing. Le closing, c'est les appels téléphoniques, les télévendeurs. Et quand je dis faire du télévente, pas forcément au Bénin, parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui globalisé. Moi, la plupart de mes amis qui sont au Bénin et qui sont des freelanceurs, par exemple, travaillent avec des clients qui sont en France. Ils travaillent avec des entreprises qui sont en France. Et il y a des plateformes qui existent pour ça. Donc, tu peux te former aujourd'hui dans la télévente et travailler pour des entreprises qui sont en France parce que c'est payé à la commission. Tu vois, c'est payé à la commission. Moi, j'ai des gens qui me payent 3 000 € par mois parce que je leur donne 10% des ventes qu'ils ont réalisées. Et souvent, c'est 10% qu'on donne aux télévendeurs. Tu vois, ils sont payés à 10%. Donc, ça, c'est une compétence où tu restes chez toi à la maison, tu as une connexion Internet qui ne te demande pas d'investissement. Tu vois, c'est juste qu'il faut acquérir cette compétence, il faut te former pour l'acquérir, cette compétence. Tu dois comprendre tous les mécanismes psychologiques qui font qu'un client achète. Ce que quelqu'un qui ne t'a pas vu puisse acheter chez toi. Et l'une des choses que les Africains, et de façon générale, pensent, ils se disent que non, mais la personne ne te voit pas, comment elle va te payer l'argent tant que tu n'es pas un escroc. Moi, les gens qui ne m'ont jamais vu dans la vraie vie, mais qui ont payé 10 millions, 15 millions pour que je les amène en Chine, qui m'ont envoyé 50 millions pour que j'achète des marchandises pour eux en Chine, ne m'ont jamais vu. Ils m'ont vu sur YouTube. Tu vois. J'aurais pu disparaître avec leur argent aussi. Donc, il y a des compétences à acquérir pour comprendre cela. Donc, on va parler de closing, par exemple. D'accord? Parce que c'est beaucoup plus concret, c'est pas très compliqué. C'est juste être un bon parleur pour convertir un prospect en client sur la base des produits que tu vends. D'accord? Donc, on a cette première compétence. Il y a l'e-commerce aujourd'hui. Et quand je l'e-commerce, moi, c'est ce qui m'a permis de scaler mes business. C'est ce qui m'a permis de passer à un autre niveau. Mais en 2019, à un moment donné, on faisait du 100 000 € par mois pendant plus de 15 mois. Tu vois, et c'était grâce à l'e-commerce. Je vendais des sacs à dos. Aujourd'hui, j'ai une marque de sacs à dos. Tu vois, où on vend en France, en Russie, etc. Bref. Donc, l'e-commerce aujourd'hui, le prochain marché pour l'e-commerce, c'est l'Afrique. Tu vois, c'est l'Afrique aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, nos pays se développent. Lentement, mais sûrement. Ça va. Aujourd'hui, la connexion Internet est à peu près partout, à un débit acceptable. Donc, on peut vendre les choses en ligne aujourd'hui. Tu vois, on peut prendre des choses qui existent déjà et les mettre en ligne. J'ai accompagné un jeune Ivoirien qui avait un magasin physique, d'électroménager, par exemple, et qui voulait que je le forme en publicité Facebook. Parce que l'une des choses aussi que les gens ne savent pas, il y a Facebook Business. Il y a TikTok Business. Il y a YouTube. En fait, chaque plateforme qu'on a, il y a toujours une version pour les entrepreneurs ou les entreprises. Tu vois? Et ça demande une compétence de les maîtriser, ces compétences-là, ces plateformes-là. Tu vois? Donc, tu peux être un expert de la publicité Facebook. Et pourquoi l'e-commerce est l'un des trucs les plus intéressants et qui va exploser dans les prochaines années en Afrique? Nous, on le fait déjà au Bénin, on le teste déjà. C'est parce que l'e-commerce t'apprend tous les métiers possibles.
Quand tu es e-commerçant, tu es transitaire. Parce qu'il faut importer des marchandises, gérer avec la douane, gérer avec des cargos. Et ça, tu dois avoir cette compétence-là. Ouais. Quand tu es e-commerçant, tu as aussi sourceur. Sourceur, c'est quelqu'un qui fait de la recherche de produits dans d'autres pays. Donc, tu dois pouvoir discuter avec des Chinois. Même si tu ne comprends pas la langue. Ouais. C'est une compétence. Il y a des entreprises de sourcing qui font des milliards. Donc, tu dois avoir cette compétence-là. Tu dois savoir faire de la publicité. Et la publicité, on a différents types de publicité. On a organique, donc sur les réseaux sociaux, en créant du contenu. On a publicité payante qu'on appelle media buying. Et c'est une compétence à part entière. Hein. Il y a des entreprises qui sont uniquement de la publicité. Ça, et toi, tu dois le faire parce que tu dois vendre tes produits. Ouais. Tu dois aussi gérer la SAV. Donc, le service après-vente. Le service après-vente, tu dois embaucher des gens. Et c'est une compétence que tu dois acquérir toi-même. Tu vois. Oui. Tu dois gérer les litiges. Tu dois pouvoir, à un moment donné, quand ton business explose, comprendre la comptabilité. Oui. Peut-être même créer une entreprise en Côte d'Ivoire, en Angleterre, à Dubaï, tu vois. Et du coup, l'e-commerce t'amène tout cela en même temps livré sur un plateau. C'est un package que l'e-commerce t'amène. Et souvent, une des choses que je dis tout le temps, c'est que c'est parce que j'ai fait l'e-commerce que j'ai appris énormément de choses. Parce que l'e-commerce aussi te permet de closer. Oui. Parfois, il y a des clients qui abandonnent. Tu dois les appeler au téléphone pour dire « Ah, tonton, pourquoi tu n'as pas acheté le produit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ?» Tu essaies de comprendre le client. Ouais. Tu vois? Est-ce que c'est une question de prix? Ou est-ce que c'est vraiment parce que le produit n'est pas intéressant? Tu vois, donc, l'e-commerce est essentiel aujourd'hui. Ça demande du temps pour acquérir cette compétence. Mais dans un contexte aujourd'hui béninois, africain, ça se développe de plus en plus. L'e-commerce, ce n'est pas compliqué. Il y a aujourd'hui des entreprises, même au Bénin, qui te permettent de faire la livraison de tes colis. À peu près partout dans le Bénin, même dans les pays de la sous-région. Donc, l'e-commerce aussi, c'est une compétence fondamentale. Donc, pour récapituler, on a le marketing qui est global. Global, voilà. On a le closing, la télévente. Et le e-commerce. En tout cas, si vous voulez vous positionner sur le digital en 2025 ou dans le business, en 2025 et avoir des opportunités pour pouvoir... changer votre condition. En fait. Exactement. Il faut étudier ces compétences-là. Et surtout, c'est des compétences aujourd'hui, quand je parle de l'e-commerce, mais j'ai parlé aussi de média buying à l'intérieur, parce que l'e-commerce te donne un panel de compétences très, très solide. Mais tu prends le média buying aujourd'hui, les entreprises africaines ne savent pas faire de la publicité sur Internet. Tu peux leur proposer cela. Je veux être votre média buyer, et souvent, quand tu es très bon, tu es payé à la commission. Au nombre de dépenses. Tu prends un pourcentage sur la dépense. C'est-à-dire que si l'entreprise dit « Ok, moi, je veux mettre un budget de 10 millions de francs CFA par mois », là, je dis « Je prends 10% des 10 millions par mois. » Ou tu peux prendre un fixe plus des commissions. C'est des choses aujourd'hui qui se développent de plus en plus. Mais les gens j'en connais plein qui sont au Bénin, qui sont des experts en Google Ads, en Facebook Ads, mais qui ne le disent pas. Et on ne sait pas quel métier ils font. Tu vois. Mais c'est des métiers aujourd'hui d'avenir. Moi, je pense que la jeunesse africaine doit se former dans les métiers d'avenir. Ça ne sert à rien d'aller faire marketing action commerciale à l'université. Non, c'est terminé ça. Ça. Marketing action commerciale, c'est pour les grosses boîtes et tout. On n'a même pas beaucoup en Afrique. Ça ne te servait à rien. Beaucoup sont au chômage avec ça. Aller apprendre des compétences où tu auras ton patron qui sera en Angleterre ou quelqu'un qui est au Canada, qui a besoin de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, on est dans un monde mondialisé. Les entrepreneurs veulent toujours payer le moins cher. Par exemple, moi, quand j'ai lancé mes activités, ça a commencé à cartonner. Presque tout. Mes salariés étaient en France. Mais en France, tu dois payer 3 000 euros, 4 000 euros. Parce que c'est la vie qui est comme ça là-bas. Tu vois, tu vas payer 3 000 euros, 4 000 euros à des gens. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais former une équipe localement au Bénin. Et c'est là que j'ai créé l'entreprise au Bénin. C'est-à-dire qu'on a plus de 18 personnes ici. En Afrique, il y a au Sénégal, au Togo et tout. 18 personnes qui travaillent pour moi. Et je les ai formés. Et parce que j'avais la compétence e-commerce, je savais, toi, tu vas faire de la SAV, voici comment on fait la SAV, voici les process, voici telle ou telle chose. Et aujourd'hui, ces gens-là me coûtent moins cher. Ils sont très bien payés déjà par rapport à la moyenne. Hein. C'est des gens qui payent 500 euros, 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA. Ils sont très bien payés. Et souvent, même, ils ont même des commissions s'ils rapportent des ventes en plus. Donc, j'ai des gens que j'arrive à payer 800 000 francs CFA ici au Bénin. Tu vois? Donc, tu peux avoir ça. Et les entreprises européennes aussi cherchent la même chose. C'est la compétence. Aujourd'hui, c'est vraiment la compétence. Une fois que tu as la compétence, tu es compétitif sur le marché international. En fait. Parce que l'autre va te dire, au lieu de payer 3 000 euros à quelqu'un en France,
Je préfère payer 600 € à quelqu'un au Bénin qui a la même compétence. Ouais. Ça change la vie du jeune homme parce que ça fait 5 ans qu'il est à la maison, il est au chômage avec un PhD, avec un doctorat, il ne fout rien. Il gagne 300 000, 400 000 francs CFA par mois. Il travaille de chez lui à la maison. On lui demande absolument rien, juste fais ton boulot. Ouais. Il n'a pas un patron qui est derrière lui. Et comme je le disais, il y a des plateformes qui existent pour ça où les entreprises européennes, des entrepreneurs européens comme, on va donner les noms, Upwork par exemple, qui le fait, ou bien freelancer.com qui le fait, où vous postulez sur ces plateformes-là et vous avez des gens qui sont au Canada, en France, dans le monde entier, qui vont vous envoyer des missions à faire et vous gagnez de l'argent comme ça. C'est lourd tout ce que tu nous dis là. Je suis sûr que ça va tomber dans les oreilles qui doivent entendre et que ça va changer des vies. Hein, je vois même des gens dans le studio qui font c'est rentré dans mon oreille, c'est rentré dans mon... Attends, je vais te dire autre chose rapidement. Les monteurs vidéo. Oui, bah ça c'est un business de ouf. C'est un business de ouf. Ça me fait penser. J'ai un pote qui fait un podcast, pour ne pas les nommer, Kaï et Moulay. Et Kaï me disait que même ceux qui font les miniatures vidéo, c'est 20 €. Un business à part en fait. Juste pour les miniatures, ils payent des fortunes. Parce que plus tu as la miniature qui accroche. C'est la miniature qui accroche. La miniature, aujourd'hui en Afrique, ceux qui te font la miniature, c'est 15 € la miniature. C'est 10 000 francs CFA la miniature. En France, c'est 50 €. Ah ouais. Pour la miniature. Oui. La miniature, c'est pas la vidéo, le montage vidéo. Le montage vidéo, aujourd'hui, c'est à partir... En France, c'est pour des vidéos de 10 minutes. Ouais. En France, on est déjà à 200, 300 €. Parfois 500 €. Tu sais, moi, je payais en France, avant que je mette mon équipe de montage, je les forme ici, je payais 3 000 € par mois. Pour la vidéo. Pour 2 vidéos par semaine. Ouais. En France. 2 vidéos par semaine, 3 000 € par mois. Il y a vraiment des plateformes, surtout dans ces métiers-là. Dans ces métiers, pareil, au Togo, je bosse avec un jeune homme qui, lui, quand il vient bosser avec moi, quand il vient tourner des vidéos, des clips, pour lui, c'est un loisir, en fait, qu'il vient faire parce que je ne peux pas lui payer ce qu'il gagne en temps normal sur les plateformes, en fait. Là, il est allé s'installer à Dubaï, carrément. Il me dit, bon, si tu as des travaux, envoie-moi. Bon, je vais le faire parce que je t'aime bien. Hein. Je suis ton bon petit, je vais te faire ça. Mais je sais très bien qu'avec ce qu'il gagne, il gagne des sommes folles. Mais en étant chez lui, au fin fond de Lomé, dans son petit appartement, d'où il ne sort jamais. Il reçoit les images, il fait les montages, il fait les traductions, il fait... Mais le monde a totalement changé, en fait. La vidéo TikTok, la vidéo TikTok, les gens te le font aujourd'hui à 15 € la vidéo de 1 minute. Moi, j'en publie 4 par jour sur TikTok. J'ai 4 comptes TikTok. J'en publie 4 par jour. Imagine combien, si à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je crée une équipe, que je forme les gars. Parce qu'à un moment donné, mais ça va s'envoler ces prix-là. Ouais. Et donc, très chers auditeurs, nous sommes dans un nouveau monde. C'est ce qu'il faut retenir à ce moment de l'interview. Nous sommes dans un nouveau monde et tous les métiers créatifs aujourd'hui, si vous êtes créatif, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Il faut juste regarder en dehors de chez vous, avoir l'information et c'est ça. Nous allons aborder un autre aspect de ton business, de ta carrière et je pense même c'est ça qui a même changé ta carrière, la Chine. La Chine. La Chine. Et la Chine, on entend beaucoup parler de la Chine et de l'Afrique. Exactement. Ces temps-ci, tu nous as raconté brièvement comment tu es entré en contact avec la Chine. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte? À quel moment exactement tu entres en contact avec la Chine, comment tu t'installes en Chine en fait. Encore une fois, j'aimerais que tu nous donnes le point de vue de jeunes Africains. En Chine. Voilà, en Chine. C'est vraiment important pour nous. Tu sais, comme je l'ai dit, franchement, la Chine est venue vraiment par hasard. Parce que, tu sais, on a tous grandi un peu avec les dessins animés japonais et tout. Donc, pour moi, comme beaucoup de personnes, je pense, je vais aller au Japon. Tu vois, souvent, c'est le Japon qu'on a comme pays où on a envie d'aller visiter, le Japon. Et dis-toi, même quand je faisais des études d'ingénieur dans l'école, vu que c'était une école de geeks, de matheux, donc tu les connais, on avait même des cours de japonais, pour te dire, dans l'école en France et tout. Donc, au début, c'était vraiment... J'étais intéressé par le Japon, mais vraiment, le switch est venu en 2014 quand je vais en Chine. Ok. C'est quand Donc, sur les conseils de ton ami. De ton ami, voilà. Je viens en Chine et pour moi, ça a été un switch total. Parce que quand je voyais les prix,
des marchandises. Je me suis dit, mais putain, on se fait arnaquer en Afrique, en fait. On se fait arnaquer. Et quand je vois même le développement du pays, tu vois, quand je vois même la liberté, parce que souvent, quand on parle de la Chine, on a l'impression que c'est la Corée du Nord, qu'ils ont un crédit social, tu ne peux pas faire telle chose, tu vas en prison. Je dis, mais de quoi on parle, en fait? Donc ça a déconstruit tout ce que j'avais. Tout l'imaginaire tout que l'imaginaire, tu avais. tout l'imaginaire que j'avais sur la Chine, en fait, tu vois. Donc, c'est là que je me suis dit, ce pays, il y a un truc avec. Donc, et l'une des choses aussi, c'est que quand je voyais des Africains en Chine, surtout dans la région de Canton, qu'on appelle Guangzhou, où il y a la plus grosse communauté africaine en Chine, Guangzhou, parler chinois, je me suis dit, donc, on peut parler cette langue-là. Parce que pour moi, le chinois, c'est Jackie Chan, tu vois. C'est quand même. C'est du chinois, quoi. C'est du chinois, c'est compliqué. On peut parler cette langue-là, quoi. OK. Et 2015 arrive, je me dis, bon, résolution de l'année, je vais apprendre le chinois. Okay. On va voir si je peux le faire, tout ça, vidéo, formation en ligne, tout ça. Et effectivement, en un an, j'arrive au moins à 2000 caractères connus par cœur. Parce qu'il n'y a pas d'alphabet en Chine. En chinois, c'est des caractères, c'est des mots en fait que tu dois apprendre et les associer avec une structure grammaticale. Tu vois, donc c'est... Même quand tu dis ça, c'est déjà compliqué, mon frère. C'est déjà compliqué ce que tu dis là. Mais si tu as pu le faire, je pense qu'on peut le faire. Et je le dis souvent, même, les Africains ont tous les profs de chinois me l'ont dit. Les Africains apprennent le chinois rapidement. OK. Quand tu le compares par rapport aux autres races, les Africains sont ceux qui guettent la langue très, très rapidement. Parce que les structures de nos langues maternelles sont assez complexes. Parce que pour parler une langue, c'est ta langue qui bouge, qui doit former de nouveaux mouvements. Tu vois? Et moi, j'ai vu des Congolais parler chinois en 6 mois, hein, en Chine. Okay. Et moi, ça me rendait fou. Je me suis dit, il faut que j'apprenne cette langue-là. Donc, c'est comme ça que je me mets à apprendre le chinois. Et quand tu te mets dans l'apprentissage du chinois, tu découvres beaucoup de choses. Tu commences à mieux comprendre la culture, à comprendre le raisonnement, comment ces gars-là pensent, etc. Et c'est là que je me suis dit, non, je vais passer les examens de langue pour avoir une bourse, pour aller à l'université des langues de Pékin, etc. C'est une grande université, tous les Chinois connaissent ça. Même quand je dis aux Chinois, ouais, j'ai fait l'université des langues de Pékin, ils disent, oh, toi, t'es un génie. Parce que c'est le Harvard, quoi. C'est le Harvard de la Chine, si tu veux, l'université de Pékin. Tu vois, de la division langue, tu vois, c'est le Harvard de la Chine et tout. Mais j'ai été boursier pour aller là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé très, très dur pour intégrer cette université de langue. Et l'environnement aussi. Parce que l'une des choses que les gens pensent aussi de la Chine, c'est que les Chinois sont racistes des Noirs. Les Chinois sont racistes. Ils n'aiment pas les Noirs, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Quand je dis je suis en Chine, on me dit oui, est-ce qu'ils ne sont pas racistes envers toi? Et je dis souvent, c'est le pays dans lequel on m'a le plus respecté. OK. Même par rapport au Bénin. Quand un policier me voit en Chine, il veut prendre une photo. Il ne veut pas te coller une amende parce que tu n'as pas fait être. Tu vois. Ils sont très respectueux, les Chinois. Et surtout, ils veulent faire du business. OK. Les Chinois veulent faire du business. Donc, tu as tout le temps ce truc business. Tu vois, quand ils te voient, oh my brother, Africa, you are the next. Tu vois. Et ils comprennent qu'il y a une opportunité en Afrique, le Chinois. Okay. Il le sait qu'il y a une opportunité en Afrique. Donc, quand tu es en Chine, tu constates vraiment qu'il y a ce volet business qu'il y a dans l'environnement, en fait. Et malheureusement, beaucoup d'Africains qui sont en Chine sont trop rapidement heurtés par des sensibilités inutiles, tu vois. Parce que c'est-à-dire que beaucoup de Chinois n'ont jamais vu de Noirs dans leur vie. Même si on est en 2025 aujourd'hui, la Chine, quand même, a un réseau Internet très fermé. D'accord ? Okay. Un réseau Internet très fermé. Donc, parfois, tu peux te retrouver en ville où les gens viennent te toucher. Il y a cette curiosité, c'est pas du racisme, mais vraiment cette curiosité à venir te toucher pour voir si tu ne vas pas colorer ta peau. Pourquoi tu es noir ? Et les Chinois aussi, ils n'ont pas de tact. Tu vois, le gars peut venir te voir droit dans les yeux comme ça. Pourquoi tu es noir ? Non, mais je te jure. Moi, je le prends comme toi, je le rigole. Tu vois, moi, je m'en fous. Moi, je dis, pourquoi tu es jaune ? Tu vois. Et je lui pose la question aussi. Okay. Et lui, il te dit, je suis né comme ça. Je lui dis, mais moi, si je suis né comme ça, ça crée une discussion sympathique et tout. Mais d'autres personnes peuvent se sentir heurtées par ça. Et souvent, beaucoup d'Africains qui sont en Chine, surtout les étudiants africains qui sont en Chine, se laissent rapidement heurter par ces considérations et ferment les yeux sur les opportunités qu'il y a ailleurs. Deuxième chose que j'ai constatée, le Chinois respecte l'autorité. Et quand je parle de l'autorité, je ne parle pas de la police ou du gouvernement, etc. Respecte les patrons. Respecte quelqu'un qui a une certaine autorité. Je vais te donner un exemple très simple. Quand j'étais à l'université, en Chine, j'étais un peu gêné parce que les professeurs m'aimaient bien, comparé aux autres Africains. J'étais dans la même salle et tout,
Et on devait être 3 Noirs, après des Coréens. Bon, c'était comme si c'était des cours de langue. Et moi, quand je ne viens pas, on dit non, il n'y a pas de problème. Reste à la maison, tu es fatigué, Alain, tout ça, tout ça. Et moi, je trouvais tout ça bizarre. Mais quand c'était mes frères là, non. Ah, si tu ne viens pas, c'est 0. Et du coup, j'allais souvent les défendre un peu auprès de l'administration pour dire, mais pourquoi et tout? Pourquoi j'ai ce traitement spécial, en fait? Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je venais à l'école à 6 h du matin. Enfin, moi, je fais taf, quoi. Je viens à 6 h, je suis là. Ouais. Je suis là avant tout le monde, je charbonne, je travaille, je fais des trucs. Les Chinois admirent ceux qui travaillent. C'est pas ta couleur de peau, ils s'en foutent. Mais est-ce que tu es un bosseur ou pas? Parce qu'ils ont ça dans leur culture. Eux, ils doivent travailler. Ils respectent le travail. Ils respectent le travail. En fait, le Chinois, quand il te dit pourquoi l'Afrique n'est pas développée, il te dit que les Africains sont paresseux. Fin. C'est pas la colonisation, l'esclavage. Il n'en a rien à foutre. Pour lui, c'est pas la colonisation, l'esclavage. Il va pas faire tout ce lien pour essayer de comprendre toutes les subtilités de nos politiques, toutes les subtilités de notre histoire. Non, il n'en a rien à foutre. Il ne travaille pas du tout, ils sont paresseux. Ça s'arrête là. Lui, il est parti dormir déjà. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux le traiter de raciste. Tu n'es pas un travailleur. Et quand tu travailles, là... Il respecte. Il y a un switch, en fait. Quand tu vois... dans mes vidéos, je montre les usines dans lesquelles je vis. C'est des usines d'État. Quand on va chez Sinotro qui filme la ligne de production, n'importe qui ne peut pas débarquer, aller là-bas. N'importe qui ne peut pas faire ça. C'est parce qu'il y a une certaine considération. Ils se disent que non, lui, c'est un bon et tout. Et il y a ce volet où on veut promouvoir les meilleurs. C'est un pays de méritocratie. Si tu es bon, le Chinois, il sera là. Fin. Si tu es un paresseux, il va te dire, je ne travaille pas avec les paresseux. Tu peux dire qu'il est raciste, tu peux dire ce que tu veux, il n'en a rien à foutre. C'est vraiment dans leur culture. C'est vraiment dans leur culture. On est là pour le boulot, on est là pour travailler. Va si tu as une réunion chinoise. Ça va droit au but. Hein. C'est fait ou c'est pas fait? L'histoire du oui, le process, non. Est-ce que c'est fait ou c'est pas fait? Ça passe sur résultat. Donc, malheureusement, beaucoup de nos frères africains qui sont en Chine restent beaucoup sur des considérations émotionnelles. Tu sais, nous, les Africains, aussi, trop dans l'émotion. On ne m'aime pas, on s'en fout. Je m'en fous. Il peut m'insulter derrière. Est-ce que le business est fait? Est-ce que j'ai mon argent? Et la plupart du temps, les Chinois sont quand même assez honnêtes. Franchement, ils sont quand même assez honnêtes. Et je peux te dire, même malheureusement, les Chinois avec lesquels je ne veux pas trop travailler, c'est ceux qui sont restés trop avec les Africains. Parce qu'ils développent des comportements un peu malhonnêtes derrière, malheureusement. Demande à n'importe qui connaît un peu la Chine, te dira, quand un Chinois a un peu trop vécu en Afrique et tout, il prend les mœurs là, il a envie de t'attaquer systématiquement, le gars. Malheureusement. D'accord. Donc, il y a vraiment ce volet, c'est pour revenir un peu sur la question de départ sur la Chine, sur le processus qui m'a amené en Chine, c'est vraiment via cet ami-là, après les vacances là-bas, les études de langue aussi, parce qu'une chose aussi qui est très importante, et je pense que c'est partout, regarde par exemple au Bénin, quand tu vois un blanc parler fond, tout de suite, tu as l'impression que c'est ton frère en fait. Tu te dis, tu as de la sympathie pour lui. Tu as de la sympathie pour lui, parce que la langue, c'est l'identité. Quelqu'un qui parle ta langue, tu as l'impression qu'il est comme toi, que vous êtes des frères. C'est vraiment la société occidentale qui a dissocié totalement la langue, la culture, l'identité, etc. Je parle français, on parle français, et si un Français vient, il n'en a rien à foutre. Hein. Il se dit, mais il s'étonne même pourquoi on ne parle pas français. Parce qu'il y a tout cet esprit un peu colonial. Normalement, tu devrais parler français. Mais quand un Chinois m'entend parler chinois, il me met un tapis rouge. Hein. Te dis, toi, c'est la famille, viens manger chez moi, je te donne ma fille en mariage, tu es un frère. Et c'est comme ici aussi, quand on voit un blanc parler fond, on dit non. Eux disaient, bon, donne-lui la nationalité, et envoie une femme ici au village, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Ok. Ben écoute, c'est très intéressant et très édifiant ce que tu nous apprends sur la Chine, sur la culture chinoise. Mais quelle est une chose qui t'a le plus choqué en Chine quand tu es arrivé? Une chose qui t'a choqué, anecdotique comme ça. Non, moi, ce qui m'a choqué en Chine, ce n'est pas les beaux bâtiments, ce n'est pas les buildings, ce n'est pas le développement du pays, parce que c'est hyper développé, même si la Chine se considère comme un pays en voie de développement. Il faut savoir que la Chine se considère comme un pays en voie de développement. Il reçoit encore des aides de l'ONU, hein, ce qui est très drôle, parce que c'est une puissance aujourd'hui. Parce que pour eux, on n'est pas encore développé. On va se développer, mais on est encore dans le processus. Sur la route. On est sur la route, même si on est la deuxième puissance économique, même la première quelque part. Mais ce n'est pas tout ça qui m'a choqué. Ce qui m'a le plus choqué en Chine, personnellement, et c'est ce que je dis, c'est le respect que les Chinois ont pour
les Noirs ou pour les entrepreneurs. Le nombre de fois où je suis allé dans une usine et tu vois tous les salariés sortir. Et quand tu descends ton taxi, tout le monde t'applaudit. On te dit, tu as les larmes aux yeux. Tu te dis, ah bon? Attends, moi, le petit Africain, je ne suis rien. Je ne viens pas acheter pour des millions de dollars. Les Chinois ont ce côté du business, ce respect, comme je le disais, des affaires, ce respect des entrepreneurs, ce respect, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau, peu importe si tu viens acheter pour 100 000 francs CFA ou tu viens acheter pour 1 million ou 1 million de dollars, le Chinois peut même t'inviter au restaurant et il va dépenser sur toi plus que le montant de ce que tu veux acheter. Parce qu'ils ont dans leur culture le long terme. Il faut bien traiter tes clients. On peut gagner petit tant que le business peut durer 50 ans. Et moi, c'est l'une des choses vraiment qui m'a choqué en Chine. Tu vois, franchement, ce n'est pas la culture. C'est vraiment ce respect pour les entrepreneurs et ce respect pour ce que je représente quelque part en tant qu'Africain. Tu vois. Et on a les vidéos, plein de trucs que je mets sur YouTube. Et tu vois les usines qui sont là, qui veulent faire du business avec vous et qui limitent le niveau de respect, en fait. On a amené des entrepreneurs africains qui ont acheté pour des millions, des milliards même de francs CFA en Europe. Et qui va t'accueillir? Les Européens, ils s'en foutent de toi. Tu peux venir dépenser le nombre de milliards que tu veux pour acheter tes camions, ta flotte de véhicules, tout ce que tu veux. Au revoir, quoi. Merci. Merci, au revoir. Et si un jour, ils ont la possibilité de, excusez-moi le terme, de t'enculer, ils vont le faire. Mais quand tu vas faire du business avec un Chinois, et dans l'accueil même qu'on te réserve, et c'est l'une des choses, quand nos participants viennent avec nous en Chine, qui les choque le plus. Parce qu'on a quand même des entrepreneurs de haut niveau, qui connaissent l'Europe, qui connaissent le Canada, qui connaissent les États-Unis, et qui voient comment ils sont accueillis, alors qu'ils ne viennent même pas acheter. Ils viennent juste en observation. Visiter. C'est l'une des choses qui les émeut le plus. Ils se disent, ah, ces gars-là ont tout compris. Ça peut être marketing, je vous le conçois. Ça peut être une stratégie marketing, mais quand même, je préfère... Ça a son effet. Ça a son effet. Je préfère dépenser mon argent sur quelqu'un qui met un tapis rouge et qui me respecte, que d'aller chez quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Et qui... Moi, j'ai déjà fait des foires en France. Je suis allé à la foire de l'agriculture qui ont fait tout un tempêtage dessus, la foire de l'agriculture en France. Parfois, tu vois devant certains stands de dire, je ne vends pas en Afrique, au revoir. Et le gars te chasse, hein. Un Chinois ne ferait jamais ça. Même s'il ne vend pas ton produit, dit, j'ai mon cousin qui vend ça. Attends-moi 2 minutes, je l'appelle mon cousin tout de suite. Ou j'ai mon frère qui vend ce produit-là. Ils ont toujours un frère, un cousin quelque part qui fait quelque chose. Ben écoute, c'est bien, ça me permet de faire la transition justement vers ce que tu proposes comme expérience aux Africains pour leur faire découvrir la Chine. Parce que quand je t'entends parler de Chine, ça me donne envie de prendre un billet d'avion, d'aller voir ce qui se passe là-bas et tout ça. Et tu proposes des expériences pour des entrepreneurs africains afin qu'ils aillent découvrir la Chine. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, on a un programme qu'on appelle China Business Trip, qu'on a lancé. Et c'est venu vraiment, quand j'ai commencé à publier les vidéos sur YouTube, à montrer les usines, à montrer les différentes marques en disant, voilà, telle moto que vous avez d'Ayang, voici l'usine qui est ici, telle chose que vous avez au Bénin, voici l'usine qui est cachée derrière, et tout, voici le prix de la moto. La moto, ça coûte aujourd'hui, les motos sont à 800 000 francs CFA au Bénin et c'est à 200 000. Hein. Voilà. Et je pense que les vendeurs de motos ne vont pas être contents, vont pas être contents de ce que tu veux dire. Tu veux gâcher le business. Est-ce que tu sais que le nombre de personnes qui m'écrivent pour m'insulter, les gars m'insultent. Vous gâchez les business comme ça, vous donnez. Les gens m'insultent. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. On s'insulte amicalement. Donc, en fait, c'est en publiant ces vidéos que j'ai vraiment fait le constat, déjà, sur le terrain, que les Africains qui venaient en Chine n'allaient pas aux bons endroits. OK. Déjà. Souvent, ils vont rester cantonnés dans les marchés en Chine et ils ne vont pas là où se prennent les vraies décisions. Là où vont les Libanais. Ils ne vont pas là-bas. OK. Il suffit d'aller dans les marchés chinois. Parce que, en fait, tout le monde va au même endroit. En fait, les Nigériens, les Libanais, tous les commerçants vont chercher au même endroit. Les Européens. Mais chacun sait. Dans endroit, il y a aussi endroit dans endroit dedans. OK. Il y a là où chacun va. Village. Il y a village dans village. Donc, il y a les Africains, on sait là où ils vont. Il y a les Européens, on sait là où ils vont. Il y a les Libanais, on sait là où ils vont. Tu vois. Et même quand j'étais déjà en Chine, je constatais déjà que les Africains, même les entrepreneurs africains,
ne vont pas aux bons endroits. Nous, on a des gens qui viennent dans notre voyage, qui connaissent la Chine, qui ont déjà fait la Chine plusieurs fois, mais qui n'ont jamais vu ce que je leur ai montré. Qui ont été choqués des choses qu'on leur a montrées. Littéralement. Tu vois. Aussi, au-delà du fait du constat en Chine, c'est même le constat en Afrique ou dans la diaspora. Beaucoup d'entrepreneurs africains de la diaspora ou d'Afrique qui sont même des entrepreneurs à succès ont l'habitude de commander en Turquie, à Dubaï, comme je disais au début de notre conversation, Italie, Espagne, bon, presque tous les pays européens. Et moi, je lui ai demandé, mais c'est écrit quoi dessus? C'est Made in China qui est écrit dessus. C'est pas Made in France. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'usine qui l'a produit, c'est ici. Pour moi, Dubaï, c'est une escroquerie. Il n'y a pas d'usine. J'ai fait Dubaï, j'ai visité, il n'y a pas une seule usine à Dubaï. Donc pourquoi vous n'avez pas la sauce pour vos produits, pour couper les intermédiaires finalement? Parce que vous gagnez de l'argent. Donc c'est sur ce constat que c'est même l'audience et les gens qui ont commencé à dire, allez, est-ce que tu veux m'amener en Chine? Parce que vraiment, j'ai vu tes vidéos, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai envie d'acheter telle chose, mais je ne suis pas serein. Je ne parle pas la langue, je ne sais pas si je vais me faire arnaquer. Et souvent, ce que je vois ici de la Chine n'est pas vraiment qualitatif. Et effectivement, c'est ce qui arrive aussi, parce qu'en Chine, quand tu fais même les visites, ils vont te présenter toutes les qualités. On dit, on a la qualité A, qui est le top niveau, comme moi j'aime dire, le vrai faux. Tu vois, si par exemple tu veux vendre des produits d'autres marques, tu veux vendre du Nike ou des trucs comme ça, ils vont te dire du vrai faux, par exemple. Et la petite anecdote même, aujourd'hui, tellement les Chinois ont maîtrisé Nike, que Nike est obligé de vendre lui-même aussi les fausses chaussures. Tu vois, parce qu'il s'est dit qu'il y a tout un marché parallèle qui s'est créé, des chaussures, des répliqués, ce qu'on appelle. Des répliqués qui est tellement de très bonne qualité que Nike est obligé de les revendre aussi. Et les Chinois sont forts. À l'époque, j'achetais beaucoup de chaussures. On est allé dans un magasin et il y avait une chaussure qui devait sortir. Disons, on était en décembre. La chaussure devait sortir en février. Mais on avait déjà les photos. Et la chaussure était déjà dans le magasin du gars qui faisait ses achats en Chine. En Chine, tu vois. Donc, tu as ce volet, il te présente toutes les qualités possibles. Et la plupart du temps, malheureusement, comme l'Africain cherche toujours le moins cher possible, on envoie de la camelote en Afrique. J'aime rappeler souvent aux gens, l'iPhone est fabriqué en Chine, les amis. C'est quand même un des téléphones les plus qualitatifs au monde. Moi, j'ai encore mon iPhone 10, c'est 2017. Il n'y a aucun problème. Tu vois, donc, si les Chinois peuvent... en Chine? Non, même pas, non, je l'ai acheté en France, mais l'iPhone est fabriqué en Chine. Donc, si les Chinois arrivent à faire ce niveau de qualité qui est l'iPhone, qui peut durer 10 ans et ça ne bug même pas, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de choisir quel type de produit vous voulez. Et le Chinois, souvent, il va te le dire. Il va te dire, ah, mon frère, si tu veux telle qualité, c'est tel prix. Et souvent, même quand tu es même dans la rue en Chine et qu'un Chinois vient t'aborder, il va dire, Africa, cheap, cheap, cheap. Parce que pour lui, les Africains veulent de la qualité de merde. Tu vois, malheureusement. Mais nous, les entrepreneurs qui viennent avec nous, ne sont pas dans cette vision des choses. Ils veulent quand même des produits de bonne facture, de bonne qualité, payés au prix juste. Le meilleur prix pour la meilleure qualité. Et c'est ce que nous aussi on recommande, parce que ça ne sert à rien de venir en Chine, de faire 24 heures de vol depuis un pays africain, de passer 3 semaines là-bas pour acheter quelque chose qui va se gâter 6 mois après. Ton voyage n'a pas été rentable. Hein. Et moi, je ne rembourse pas d'ailleurs. Tu vois? Donc, on essaie de promouvoir cela et les entrepreneurs qui viennent avec nous sont dans cette vision aussi de dire je veux des produits de qualité, et d'autres aussi viennent parce qu'ils se disent j'entends parler de la Chine, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai envie de venir dans une sorte de tourisme industriel pour voir les opportunités et venir me décider maintenant sur quel business je veux lancer ou comment ce voyage peut m'aider dans la réalisation de mes objectifs personnels, business, pro, etc. Ok, bah écoute, c'est vraiment cool, merci beaucoup pour les informations. Alors, est-ce que, de la même manière que les Africains ou les entrepreneurs africains perçoivent la Chine comme une opportunité, la Chine perçoit l'Afrique comme une terre d'opportunité? Oui, mais ça, c'est même... Je te dirais même que les Chinois ont beaucoup plus confiance en l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Franchement. Et à chaque fois que je parle avec les entrepreneurs chinois, pour eux, l'Afrique, c'est la next step, quoi. C'est, les gars, on a été au même niveau, c'est l'Afrique le futur. Ils le savent. Tu vas à Guangzhou, tu as le centre des études africaines. Les gars nous étudient, ils étudient nos sociétés. Sérieux? Je te jure, ils étudient nos sociétés, ils étudient exactement nos habitudes. Ils nous étudient constamment.
Non, c'est ouf ce que tu es en train de dire. Mais c'est la vérité. Ceux qui se connaissent Canton, vous avez le centre des études africaines qui est à Canton. Ils ont un centre comme ça, où ils étudient un peu la sociologie, la culture, les comportements. Et c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas reproduire les erreurs de nos anciens patrons. Si tu vois ce que je veux dire. Ils ne veulent pas reproduire ces erreurs de venir en donneur de leçons colons pour dire oui, il faut faire ci, si tu n'as pas la démocratie, je ne te fais pas l'hôpital, etc. Ouais. Ils ne veulent pas reproduire ces erreurs-là parce qu'ils le comprennent. Et ils savent aujourd'hui que l'Afrique, on dit qu'en 2050, les Africains sont 2 milliards, ou c'est même pas, ou 10 milliards, bon, bref, les statistiques aberrantes là, mais en tout cas, ce qui est sûr, l'Afrique, la population africaine va doubler ou tripler dans les prochaines décennies. Donc, c'est déjà un gros pôle de consommateurs qui est en train de se créer. L'Afrique risque d'être le continent le plus peuplé dans les prochaines décennies. Donc, les Chinois le comprennent. Et quand on a population, on a business, on a argent, parce qu'il y a la consommation, etc. L'Afrique se développe, je le disais tout à l'heure, lentement mais sûrement. On a des défis à relever. Les Chinois en sont conscients. Ils le savent. Et c'est ce qui fait qu'ils essaient de créer tous ces liens avec Chine-Afrique, tous ces ponts, tous ces prêts qu'ils font, toutes ces aides dans la construction, dans les infrastructures, parce qu'ils savent. Aussi, quand on se base sur leur culture et on se base sur leur histoire, les Chinois partent du principe que la guerre n'est pas bien pour le business. Il n'y a que les Occidentaux dans leur culture où pour acheter quelque chose, on doit tuer tout le monde. On vient, on fixe ses prix. Quand tu regardes la culture occidentale, il n'y a qu'eux qui pensent que le monde, c'est comme ça. On ne négocie pas, on soumet et on donne le prix maintenant auquel tu dois me vendre. Il n'y a que la culture occidentale qui a cette notion du business, qui doit forcément passer par la domination. Quand on regarde l'histoire chinoise, c'est les routes de la soie. C'est comment on s'enrichit tous, comment on fait du business pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Je ne veux pas dire que c'est des anges, c'est des hommes d'affaires quand même. Mais c'est tout dans cette mentalité. Ils ont une démarche qui est différente. Tu vois. Et aujourd'hui, les Chinois connaissent le potentiel de l'Afrique. Ils savent que c'est un prochain marché. Ils savent qu'en aidant à développer, ça va créer de nouveaux consommateurs. On va écouler nos biens. On va avoir une bonne image aussi. On va avoir un soft power. On va avoir ci, on va avoir ça. Donc, ils étudient tout ça. Donc, quelque part aussi, le fait que les Chinois veulent venir en Afrique ou croient en l'Afrique, et moi je dis franchement, il suffit de parler avec les entrepreneurs africains. Hein. Et même les Africains, nous on est ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Le Chinois, on t'inquiète. Hein. À lui, il sait ce qui veut se passer. Il sait ce qui veut se passer déjà. Il a étudié ça, il sait ce qui veut se passer. Il a étudié le plan, il est prêt. Et c'est ce qu'ils font. Tu verras que les Chinois débarquent ici, et ils sont en train même de super former les Libanais qui sont là. En plein business. Ils débarquent dans nos pays, ils comprennent parfois, tu es même choqué. Tu vas voir que c'est quand même en Afrique où les Chinois n'ont pas formé de communauté. Et ils n'ont pas de Chinatown en Afrique. Ils se mélangent même dans la population. Ils vivent dans les mêmes trucs. Ils ne sont pas communautarisés. Parce qu'ils se disent, il ne faut pas faire les mêmes erreurs, il ne faut pas aller, tout le monde se met dans Sensad là-bas, dans un petit comité. Tu vois. Donc ils comprennent tout cela et ils savent qu'il y a un potentiel de développement et ils veulent d'une certaine manière participer à ce développement. Il y a des faux pas, il y a des ratés. Dans certains pays, on le voit, hein, et ce n'est pas des anges non plus. Hein, il y a des ratés. Ils sont dans une vision commerciale de la chose et aussi dans une vision un peu soft power pour essayer d'avoir une meilleure image quand même. Totalement. Alors Alain, aujourd'hui, j'ai compté un peu sur tes réseaux sociaux. Tu es suivi par plus d'une centaine de milliers de personnes. Une centaine de mille de personnes. Pour toi, quel est le frein de la jeunesse africaine? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, parce que, justement, tu parles de thématiques qui les intéressent, tu parles de business, tu parles d'argent, tu parles de réussite, tu parles de tout ce qui fait rêver la jeunesse africaine. Et il y en a qui prennent même ton exemple, ton parcours comme source d'inspiration. Exactement. OK. Et pour toi, quels sont les obstacles qui freinent la jeunesse africaine aujourd'hui? Non, tu sais, selon moi, c'est un thème bateau, hein, mais c'est un état d'esprit, franchement. Et je le dis, les Africains sont brillants. Je t'assure. Moi, quand j'étais en France, en tout cas en école d'ingé, il n'y avait pas beaucoup de Béninois. Hein, mais déjà, ce que me disait la directrice de l'établissement, qui est une blanche, qui est une française, elle était très impressionnée des Béninois, par exemple. Je me dis, fais pas honte à ton pays. C'est une blanche qui me disait ça, tu vois. L'ancien directeur, c'était un Béninois. Ne le fais pas honte, travaille dur, je te fais confiance, etc. Les Africains sont très bons. Ils sont très forts. Les Béninois, franchement, le peu que je connaisse qui font les choses bien, sont très chauds.
Mais on a un vrai problème, c'est, selon moi, un problème de confiance en soi. Parce que quand tu as passé toute ta jeunesse où on a expliqué que ton pays ne vaut rien, que tu ne vaux rien, que tu as même vendu tes frères, que dans tes livres d'histoire, on t'explique que vous avez vendu vos frères pour des pacotilles, qu'on vous explique. Donc, il y a un petit problème de fierté, de comment je dirais, où on se sous-estime, où on n'a pas confiance quelque part en soi, en ses capacités. Franchement, je pense que c'est beaucoup plus ça qui retient la jeunesse dans un premier temps. Ouais. Il y a ce côté d'état d'esprit où on se dit qu'on ne sera pas compétitif par rapport à l'intelligence mondiale, par rapport aux autres. Parce que là, on n'est pas dans une guerre économique, on est vraiment dans une guerre de cerveau. Et beaucoup d'Africains pensent que non, le blanc est trop fort. On ne peut pas y arriver. Tu vois ? Donc, on se minimise un peu. Donc, voilà, l'argent qui est un sujet qui passionne la jeunesse parce que on a été biberonné à ça, hein, que ce soit dans la culture avec les clips, que ce soit les modèles de réussite. Ouais. Et l'argent, c'est quelque chose qui est omniprésent. Quelle est ta vision de l'argent? Comment est-ce que tu définis ta relation avec l'argent aujourd'hui? Bon, tu sais, l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui te permet d'atteindre certains objectifs. Tu vois, je ne te dirai pas les discours bateaux que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur. Ouais, ça c'est clair. Ah non, il y a des choses, sincèrement. On est d'accord. Ouais, il vaut mieux avoir l'argent. Il vaut mieux aujourd'hui en avoir. Ouais, vaut mieux, on est dans un monde aujourd'hui. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas droit à la parole, en fait. Ouais, franchement, tu n'as même pas droit à la parole. On respecte l'argent aujourd'hui. On respecte l'argent. Ouais. Je pense même dans nos familles, le dad, c'est celui qui est plus riche. Hein. C'est ça. Le grand frère peut être là. Il parle, on dit non, tu n'as pas envie. Il faut que lui parle d'abord. Et lui, quand tu as parlé, on sait, tu es sage. Mais la sagesse de l'argent est encore mieux. Tu vois. C'est ça. Donc, l'argent est important, très important, d'accord, dans la vie et tout. Et aujourd'hui, moi, j'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu beaucoup aussi. C'est le jeu. Ok. Mais une chose que je retiens, c'est que j'ai les compétences aujourd'hui d'en gagner. Ouais. Je peux tout perdre demain. Tu me donnes un ordinateur, une connexion Internet, je vais en gagner. Tu reconstruis tout. Je reconstruis tout. Ouais. J'ai eu des très mauvaises années en business. Vraiment des années où j'ai perdu de l'argent. Mais quand tu perds de l'argent, c'est dû à des choix que tu fais? Oui, des choix. Il y a des choix. Il ne faut pas non plus penser que je suis un sur-entrepreneur. Le gars, il ne fait que des... Non, il y a des décisions idiotes que tu prends dans ton business qui te font perdre de l'argent. Mais tu apprends. Tu apprends. Tu prendras plus. Exactement. C'est des choses qui arrivent. Moi, souvent, je le dis, 2024 a été une année extrêmement challengeante pour mon business, pour nos business. Pourtant, c'est l'année où on a quand même fait beaucoup de chiffres d'affaires, on a fait les voyages, on a fait beaucoup de choses. Ouais. Mais en parallèle aussi, c'est aussi l'année où j'ai été challengé énormément. Donc, le truc à retenir avec l'argent, c'est comment acquérir les compétences où je serai tellement sûr de moi que même si je fais faillite demain, le lendemain, je reconstruis. Encore plus vite. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est cette confiance qui fait que parfois, même quand tu passes un mois, tu dis on n'a rien gagné ce mois-ci. Hein. Et il faut payer les salaires de 18 personnes. Tu es là, tu réfléchis, tout ça. Mais tu dors un peu, tu te dis c'est gérable. On a fait 10 vidéos, ça et c'est reparti. C'est reparti. Ouais. Donc, franchement, pour moi, je suis un peu plus détaché. C'est ça. Hein, c'est, quand on a de l'argent, on n'en pense plus. On n'y pense plus. Tu vois. Je pense avoir passé le cap du qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ou est-ce que je peux payer ce billet d'avion? Tu vois? Aujourd'hui, je peux payer un billet d'avion du jour au lendemain. Alors qu'avant, je me lève à 2h du matin, je fasse tous les cookies. 6 mois avant, et je paye le billet d'avion pour être sûr d'avoir le prix le plus bas possible. Aujourd'hui, je ne regarde même plus ça. Tu vois? Donc, le rapport, parce que tu gagnes de l'argent, tu te détaches encore plus de l'argent. Et c'est plus ça ton motif, en fait. Tu sais que j'ai déjà la compétence pour en gagner. Je peux le faire tant que j'ai un ordinateur, une connexion Internet. J'ai la compétence pour ça. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et c'est le message que j'ai envie de donner aux jeunes. Ne pensez pas à l'argent. Pensez quelle est la compétence que je peux avoir qui va me permettre dans 20 ans, dans 30 ans, de gagner, peu importe les coups durs que la vie va me réserver. C'est ça que vous devez avoir. Et la meilleure compétence, c'est la vente. Apprenez à vendre. Peu importe, le marketing. Même si vous êtes des ingénieurs, même si vous êtes un médecin, apprenez à vendre et à vous vendre. Aujourd'hui, quand moi je veux aller, je cherche un hôpital pour aller, je vais sur TikTok, hôpital, scanner. Et je veux voir quel est le médecin qui fait le plus de contenu, qui explique beaucoup plus de choses. C'est de la vente qu'il fait, puisqu'il parle de son hôpital.
Il parle de ces services. Quand je veux me coiffer, je vais sur TikTok ou sur Instagram. Quel est le coiffeur qui publie des contenus, qui te dit « Voici comment j'ai coiffé tel client. » Je veux voir. C'est de la vente qu'il fait. Parce qu'il présente son service aux yeux du monde entier. Il ne le cache pas. Donc, souvent, il y a des gens qui disent « Non, quand ton service est très bon, le client va venir naturellement. » Tu blagues. Coca-Cola met 4 milliards par an dans le marketing. 4 milliards de dollars, pas de francs CFA par an dans le marketing. Il y a des villages au Bénin, tu n'as pas d'eau, mais tu as Coca-Cola qui vend. Tu penses que c'est à cause de quoi? Parce qu'on les aime comme ça? Non, c'est le marketing, c'est la vente. Donc, c'est une compétence. Peu importe ton corps de métier, peu importe qui tu es, même si tu es avocat, les avocats qu'on va choisir, c'est les avocats qui vont avoir un compte TikTok, qui vont expliquer comment il a libéré tel client, comment il a aidé tel client à ne pas se faire arnaquer, comment il a fait telle chose. Ce sera demain les meilleurs avocats. C'est eux qui seront les meilleurs avocats de demain. C'est ceux qui auront le plus d'influence. C'est ceux qui auront le plus d'influence. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est brillant, mais c'est celui qu'on verra le plus. Et c'est le monde, ce sont les règles du nouveau monde. C'est les règles du nouveau monde, les amis. C'est ça. Donc prenez en compte tout cela. Ok. Alors, une question pour terminer. Aujourd'hui, je suis un jeune, je t'ai écouté, je te suis sur les réseaux. Je n'ai que 10 000 francs en poche, on est en début de 2025. Oui. Ok. Et à la fin de l'année, je veux que ma vie ait changé. Qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire avec 10 000 francs pour changer de paradigme, changer de vie, en tout cas évoluer cette année? Bon, moi je dirais, si tu peux compléter 2500 francs CFA, tu as 12 500 et tu vas prendre une connexion chez Celtis illimitée et tu te fous sur YouTube pour apprendre les compétences dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ok. Parce que je n'ai pas envie de te dire, va prendre une formation sur le business en ligne, etc. Ça coûte cher les formations. Tu vois? Même si tu viens me voir et te dire de payer 300 000 minimum. Donc ça ne sert à rien. Garde ton argent pour investir dans des formations qui sont gratuites et dans des équipements qui vont t'aider à évoluer. Aujourd'hui, tout se trouve sur YouTube. J'ai fait des centaines de vidéos où j'ai détaillé tous les processus. C'est que l'une des choses qui me peine, Dani, les Africains n'aiment pas lire, n'aiment pas regarder, n'aiment pas entendre. Il y a une phrase quand j'étais étudiant qui m'a choqué, c'est « Si tu veux cacher un truc à un noir, tu mets dans un livre. Mets-le dans un livre. » C'est une réalité. Je te dis, je suis là, je te dis aujourd'hui, c'est une réalité. Et encore pire, c'est une réalité. Ça, je pense qu'il faut même te mettre un verset dans la Bible pour le dire. Tellement c'est vrai. Non, mais je te jure, tellement c'est vrai. Et ça me peine. C'est une réalité. Parce que je le vois avec nos clients. Et je te dis, même des gens qui sont riches, hein, où tu leur envoies, tu dis, je juste regarde. Il ne peut pas. Donc, franchement, les amis, prenez une connexion Internet, allez sur Internet et posez-vous. Soyez attentifs. Lisez, regardez. Tout est mis sur Internet. Tout est sur YouTube, même sur TikTok. Tout est sur TikTok pour apprendre. Tu veux apprendre le marketing, la publicité, comment faire la publicité sur les réseaux sociaux. Tu as des... Surtout si tu parles un peu anglais seulement, là, c'est encore gâté. Tu as des Américains qui te font 15 heures de vidéo. 15 heures de vidéo, ils te montrent de A à Z comment être un expert Facebook et vendre. De A à Z, et tu peux faire 10 000 euros par mois. Si tu parles un peu anglais, là, c'est encore fini. Tu as tout sur Internet aujourd'hui. Donc, si j'ai quelque chose à recommander à un jeune qui peut avoir l'argent pour avoir une connexion Internet, qui a un téléphone portable à peu près potable, parce qu'il ne faut pas non plus aller sortir le Nokia de... Non, tu ne vas rien faire avec ça. Qui a un téléphone portable à peu près potable, Android ou iPhone, qui a une connexion Internet, qui a un ordinateur, c'est encore mieux. Va sur YouTube, pose-toi et dis comment devenir un closer, comment devenir un télévendeur depuis chez moi. Regarde les vidéos. Je sais que parfois ça fait un discours recyclé de dire oui, on va sur Internet. Non, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai suivi. La seule différence, c'est que je n'ai pas abandonné. J'y ai cru. Je sais que quand on vous dit, tu peux gagner 10 000 euros par mois, c'est ces gens-là qui sont en train de me raconter les bêtises ici. Moi, par exemple, j'étais en live un jour et quelqu'un dit, mais arrêtez ce que vous racontez là. Qui peut gagner 10 000 euros par mois? Et dit, ah bon? On est déjà fermé. Si tu es déjà fermé toi, dans là, ton esprit... Toi, tu ne sais pas qu'il y a un autre monde. Hein. Moi, j'ai vu des... Dani, j'ai vu des jeunes faire 70 000 euros par jour. Je dis, je suis rentré, je n'ai pas dormi. Il dit, tu n'as même pas le droit de dormir. Tu as 33 ans, tu ne dors pas. Quand tu vois un gars de 19 ans qui te montre son compte bancaire, j'ai fait Dubaï, j'ai fait Estonie, il y a des réalités qui existent. Il y a un autre monde, comme si ceux qui ont regardé le film Matrix.
D'accord? Il y a une autre réalité qui existe. Et c'est une vérité, les amis. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Mais vous devez avoir la compétence pour cela. Vous devez vous former. Rien ne vient gratuitement. Ça va prendre du temps. Donnez-vous le temps, soyez discipliné, travaillez, testez ce que vous apprenez. Allez, s'il faut, dans la rue, faites vos premiers contrats gratuitement pour avoir de la notoriété. Vendez gratuitement aux gens. Ah, viens, je vais te faire ta vidéo gratuitement. Moi, j'ai quelqu'un, je me rappelle, j'ai un Sénégalais qui m'a contacté en 2020. À l'époque, il me dit, Alain, je vois ce que tu fais. C'est formidable. Tu fais tellement de choses sur Internet. Mais franchement, je suis allé sur ton Instagram, je vois qu'il n'y a rien sur Instagram. Instagram, quand même, tu sais, si tu vas sur Instagram, là, c'est très puissant, Instagram. Hein. Mets les photos, mets les trucs, mets les citations, mets les trucs, tu vas voir des clients et tout. Vas-y, je suis prêt à travailler pour toi gratuitement pendant 1 an. Je t'assure, ce jeune homme a travaillé pour moi pendant 1 an. Aujourd'hui, j'ai 45 000 abonnés sur Instagram, c'est lui qui a tout fait. Il a travaillé, il m'a dit, je te le fais gratuitement. Et tellement ça m'avait choqué, j'ai dit, attends, pourquoi tu veux faire ça gratuitement? Tu dis que tu vas aider mon compte Instagram et tout, à avoir des abonnés, tu vas mettre des stratégies, tu as appris des choses, tu as envie de tester, etc. Pourquoi? Et il m'a dit, Alain, tu sais, moi, mon rêve, c'est d'être la personne de l'ombre du succès des entrepreneurs. Je ne veux pas qu'on me connaisse. Mais j'ai envie de me dire, ah, si Alain Semevo a fait telle chose là, c'est grâce à moi. Ça me suffit. J'ai dit, ah bon? On ne m'avait jamais dit ça. Ouais. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je te donne le compte Instagram. Vas-y. Et pendant 1 an, de 0, on est passé jusqu'à 10 000 abonnés, 15 000, 20 000, 30 000. C'est lui qui fait tout sur Instagram. Et dis-toi que Instagram est mon canal le plus rentable. Ok. Les clients qui sont sur Instagram sont ceux qui payent le plus cher, mieux que YouTube. YouTube, c'est sur la durée. Oui. Mais Instagram, sur le court moyen terme, c'est le plus rentable. Okay. Instagram. C'est là-bas qu'on a closé le plus gros client. On a eu des années à 300 000 € uniquement sur Instagram. Uniquement sur Instagram. Tu vois. Donc, et pourtant, c'est quelqu'un qui est venu gratuitement me proposer ça. Et c'est 1 an après que j'ai commencé à le payer. Tu vois. Donc, les amis, formez-vous, ayez la compétence, allez démarcher les clients. Vous devez être violent dans le démarchage, proposer vos trucs, même gratuitement s'il le faut. Gratuitement, je te le fais gratuitement. Si c'est bon pour toi, tu me donnes le prix que tu veux. Parce qu'en le faisant comme ça montre déjà ton sérieux et tu gagnes aussi en compétences. Et après, tu seras assez confiant pour aller dire, bon, maintenant, si ce n'est pas 500 €, si ce n'est pas 1 000 € je ne le fais pas. On a tous commencé quelque part. Moi, mes premiers trucs que j'ai gagnés sur Internet, c'est 97 €. Et c'est même une dame là qui a même pitié de moi. J'ai fait tout le boulot. Elle dit, ah, je vais te donner 97 €. Elle m'a envoyé ça sur PayPal. J'étais tellement content. Pourtant, à l'époque, j'étais déjà ingénieur. Je gagne déjà près de 2 300 € par mois. Mais c'est 97 €. Je me suis dit, ah, donc, je peux être chez moi, quelqu'un va m'envoyer 97 €. Et la personne ne m'a pas vu. Ça veut dire que ce truc-là, ça marche. Voilà ce que je peux dire. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette conversation riche, inspirante. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Non, franchement, je pense que tu as posé toutes les questions. Hein. Oui, je pense que tu as posé toutes les questions. C'était assez complet. C'était assez complet. Je pense que ça va apporter énormément de valeur aux auditeurs et qui pourront, en tout cas, mettre en place les conseils que je donne ici. Souvent, j'aime rappeler, un peu par fausse modestie, qu'on me paye 2 millions pour parler à quelqu'un pendant 1 heure. Là, je vais faire 1 heure gratuitement pour vous. Appliquez ce que je vous ai dit. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. À part de temps. Voilà, c'est ça. À part un peu de temps. Une oreille attentive, c'est tout. Je pense que c'était vraiment important qu'on ait cette discussion. J'espère que ça va vraiment inspirer les auditeurs. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Pour ta transparence. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter d'autres sujets. Parce que par rapport à l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres sujets qu'on peut discuter. La santé mentale des entrepreneurs, la vie privée des entrepreneurs. Et voilà, tu vois. Donc, je pense qu'on n'est pas allé au fond du fond. Non, on n'est pas allé au fond. Et c'était important qu'on parle de business, qu'on parle d'inspiration. Et la phrase que je vais retenir, c'est... Il existe un autre monde. Il existe un autre monde. Il existe un autre monde et rêvez, n'ayez pas peur de rêver. Les rêves sont gratuits. De vouloir gros.
Et c'est tout ce que je vous souhaite pour 2025. Exactement. Merci Alain. Merci beaucoup. Et Daniel. avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent te suivre sur les réseaux, Oui. où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Allez sur Google ou sur YouTube, mettez Alain Semevo. Ok. Vous allez me trouver. Alain Alain Semevo, vous allez me trouver. Puis, voilà. Suivez les vidéos et je pense que ça va vous apporter énormément de valeur. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Daniel. Et à très bientôt. À très Bonne bientôt. chance. Bonne chance, merci beaucoup. Cotonou Boy Show.